communauté qui va être beaucoup plus élevé. Et je vais vous donner quelques exemples à la fin parce que c'est vraiment concret pour vous, mais gardez-le en tête parce qu'une communauté engagée, parfois c'est encore plus précieux qu'un financement. Notamment quand vous lancez de nouvelles opérations. S'il y a des avantages, il y a aussi des contraintes. Donc, pour obtenir un financement, il faut toujours être en mesure de fournir une contrepartie. Alors, la contrepartie la plus connue, c'est la contrepartie matérielle, comme on le voit sur des plateformes de prévente où vous allez proposer vos produits en contrepartie à vos contributeurs. Par contre, ce n'est pas la seule. Aujourd'hui, en financement participatif, on a plein de modes différents et on va pouvoir proposer différents types de contreparties aussi pour toucher différents types de cibles et pour financer différents types de choses. Parce que quand vous faites la prévente, vous financez votre production, votre communication, mais c'est difficile d'avoir de financement supplémentaire pour investir, par exemple. Donc, en termes de contrepartie, aujourd'hui, vous pouvez à la fois avoir des contreparties émotionnelles. Par exemple, quand je donne de l'argent à une association, bah, c'est pas un échange de rien. Je donne de l'argent parce que ça me fait du bien. Donc, en retour, j'ai une contrepartie émotionnelle. Et donc, si dans votre projet, vous avez un volet éthique ou un volet d'impact environnemental ou social, ça, c'est des leviers sur lesquels vous allez pouvoir jouer pour mettre en avant cette contrepartie émotionnelle. Il y a des gens qui vont pouvoir venir vous soutenir parce qu'ils adhèrent à vos valeurs et à cet engagement d'impact. Bien sûr, ça peut être mélangé avec d'autres contreparties et parfois, ce n'est pas ça qui fait le financement tout seul, mais ça va jouer énormément sur l'adhésion. Il y a juste quelqu'un qui a son micro allumé et il y a un peu de fond. J'allais écrire, je crois que c'est Christelle. D'accord. Juste, Je vais lui écrire. Hein. C'est vrai que je me perds un peu. La contrepartie elle peut aussi être fiscale. Si vous avez un statut d'organisation qui permet aux gens ensuite de réduire une partie de leur soutien, de leurs impôts. Ça arrive pour des associations d'intérêt général, mais ça arrive aussi pour certaines entreprises avec certaines modalités de financement. Et vous pouvez aussi proposer des contreparties financières si vous êtes sur des projets qui ont un potentiel économique intéressant. Et du coup, vous pouvez proposer à vos contributeurs soit un taux d'intérêt dans le cas de prêt, soit une rentabilité intéressante dans le cas de l'investissement. Donc, contrepartie, ça peut être matériel, émotionnel, fiscal ou financière. Tout ça, c'est possible. Et ça va vous permettre de mobiliser différents types de personnes, pas forcément les mêmes, et sur des montants qui ne vont pas du tout être les mêmes non plus. Donc, je vais rentrer plus dans le détail tout à l'heure. Pour communiquer sur son projet, il faut avoir les compétences, les ressources. Donc, c'est une vraie campagne de communication, ça ne s'improvise pas. Parfois, sur certaines campagnes, on identifie qu'il y a un frein en termes de taux de transformation et que ce frein vient tout simplement des coquilles dans les mails envoyés par le porteur ou la porteuse de projet. Une coquille, ça peut sembler du détail, et souvent c'est du détail, mais dans une campagne de communication, ce n'est plus du détail, ça peut être quelque chose qui fait perdre la confiance. Et la confiance, c'est le plus important pour passer à l'action. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas au top en termes de communication, il faut bien s'entourer, il faut se former, il faut être bien entouré pour réussir sa campagne. Il faut aussi avoir du temps, hein, compter environ 3 mois entre le temps de préparation et le moment où vous recevez l'argent. Donc, ce n'est pas 3 mois à temps plein, mais c'est 3 mois où il faut être quand même disponible. Il faut pas disponible et assez actif pour la campagne. Pour fédérer une communauté, il faut boucler la boucle, il faut pouvoir proposer à la bonne cible les bonnes contreparties. Donc, c'est qui la bonne cible? C'est une bonne question. C'est une réflexion que vous devez avoir par rapport à votre projet. Normalement, c'est les personnes qui vont vous apporter de la valeur dans la durée. Ça ne sert à rien d'aller chercher des cibles un peu annexes, des gens qui vont vous soutenir à un moment donné, mais qui n'ont pas beaucoup de lien avec le projet. Le mieux, c'est de bien identifier la cible qui va apporter de la valeur dans la durée. Donc, des potentiels clients, des potentiels partenaires, éventuellement des fournisseurs. Aujourd'hui, tout ça, tout ce type de personnes, on peut les mobiliser en financement participatif. Donc, c'est votre communauté, c'est construire votre communauté via le financement.
et les bonnes contreparties, là aussi, ça va dépendre de votre projet, de la nature du projet. Est-ce que vous avez déjà des produits que vous voulez mettre en pré-vente? Est-ce que vous êtes sur un projet avec un potentiel économique intéressant? Est-ce que vous êtes sur un projet à impact? Tout ça, ça va vous déterminer la contrepartie qui va être cohérente. Ça ne sert à rien d'aller chercher des contreparties annexes qui n'ont rien à voir avec votre activité parce que là aussi, vous allez vous disperser. Donc, pour entrer un peu plus dans le détail dans les différents types de financement participatif, vous avez en France 3 grandes familles. Donc, il y a le don, le prêt, et parfois vous entendez parler de crowdlending dans les médias. En fait, c'est juste prêt en financement participatif. On aime bien les anglicismes. Et l'investissement, et du coup, pareil avec le terme crowd investing. Et ensuite, c'est là que les choses deviennent un peu compliquées. Dans le don, vous avez d'abord le don sans récompense ou don sans contrepartie, où en fait il y a quand même une contrepartie, c'est juste qu'elle n'est pas matérielle, elle va être plutôt émotionnelle ou fiscale. C'est surtout pour des associations, des projets d'intérêt général. C'est vraiment un soutien moral. Je soutiens parce que j'adhère aux valeurs du projet, à l'impact du projet et ça me fait du bien. Ou alors, en plus, j'ai une réduction d'impôt, donc c'est sympa. Ensuite, vous avez le don avec récompense, au don avec contrepartie, aux pré-vente, précommande. Tout ça, c'est la même chose. Et c'est le mode de financement le plus connu. Kickstarter, KissKissBankBank, Ulule, ce sont des plateformes qui sont toutes dans ce mode de financement. C'est le mode de financement le plus connu, pas forcément parce que c'est là qu'on va retrouver les plus gros montants, mais parce que c'est un mode de financement qui va viser le grand public. Donc, on est visé dans leur communication, dans la communication des plateformes, c'est pour ça qu'on les connaît. C'est aussi simple. C'est surtout adapté pour des projets en B2C, donc des projets qui vont viser le grand public plutôt que les entreprises et qui ont déjà des produits à proposer. C'est là que ça marche le mieux, c'est quand je vais pouvoir proposer mes produits en contrepartie. Ensuite, vous avez le prêt, mais le prêt, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est quasiment inaccessible à un amorçage. Très souvent, il faut avoir déjà 3 ans de bilan positif, c'est encore plus strict que les banques. Gardez juste en tête que si votre projet se développe bien, que tout se passe comme prévu, que vous avez des beaux chiffres à présenter d'ici quelques années, c'est un mode de financement qui est très rapide si vous rentrez dans les cases. En fait, c'est le seul mode de financement participatif où il y a de la foule parce que le taux d'intérêt est tellement élevé et le taux de sélection tellement élevé que c'est un placement intéressant. Donc, vous avez des communautés de prêtards qui attendent pour financer des projets. Donc, si vous rentrez dans les cases, en une semaine, vous pouvez être financé. Donc, ça peut être intéressant, mais pour plus tard. C'est sûr que pas pour tout de suite. Et ensuite, vous avez l'investissement. Le plus connu, c'est l'investissement en capital, ou equity. Et donc, dans ce type d'investissement, vous allez céder des actions, des parts de capital, surtout pour les entreprises, à vos investisseurs. Eux, ils vont faire un pari, ils vont se dire, je mets 20 000 € aujourd'hui, ça me permet d'acheter, 10 actions. Et ces 10 actions, dans 5 ans, par exemple, vont valoir 5, 7 ou 10 fois plus. Et du coup, je vais pouvoir les revendre à quelqu'un d'autre avec une forte plus-value. Donc, c'est vraiment un pari sur la prise de valeur de votre entreprise. Mais par contre, vous partagez le capital, vous partagez la gouvernance du projet avec vos investisseurs. Investissement contre royalties. Donc, c'est ça qu'on propose chez Widowood et que je pourrais développer plus en détail si ça vous intéresse. Donc, dans ce cas, vous n'allez pas céder des parts de capital, vous allez céder plutôt un pourcentage de votre chiffre d'affaires pendant une durée déterminée. Donc, dans la logique, ça va se rapprocher beaucoup d'un prêt parce qu'à vos investisseurs, vous allez leur verser de l'argent tous les trimestres. Par contre, le montant de versement, il va dépendre entièrement du chiffre d'affaires que vous réalisez. Les trimestres où il y a moins de chiffre d'affaires, vous versez moins. Les trimestres où il y a plus, vous versez plus. C'est pour ça qu'on est dans la case investissement et pas dans la case prêt. C'est parce qu'il y a cette logique de partage des risques et de la valeur avec vos investisseurs. Je vais quand même rentrer encore un peu plus dans le détail, donc ne vous inquiétez pas. L'idée ici, c'était de vous donner un aperçu assez global pour que vous puissiez avoir un comparatif. Juste avant de commencer à rentrer dans le détail des différents types de financement, gardez en tête que si vous voulez juste mobiliser votre communauté proche,
votre famille, vos amis, qui sont prêts à vous faire des dons, des petits dons, des gros dons, peu importe. Ne passez pas par une plateforme de financement participatif parce que c'est pas, ça va vous coûter cher pour pas grand-chose. Vous pouvez passer par une cagnotte tout type Litchi, ça marche très bien et ça va vous coûter moins cher. Donc, les plateformes de financement participatif deviennent intéressantes à partir du moment où on a une stratégie pour aller faire de l'acquisition des communautés, au-delà de votre réseau proche. Donc ça, c'est petit aparté. C'est un petit aparté, mais tu fais bien de le rappeler, hein, c'est avoir plus largement dans la stratégie qu'on veut mettre en place, quel cercle on veut toucher et qu'est-ce qu'on veut faire après finalement. C'est ça, oui, oui. C'est clair que moi, je ne recommande pas du tout de passer par une plateforme de financement participatif juste pour mobiliser ses proches, à part quand ce sont des plateformes qui ont des propositions spécifiques pour le réseau proche qui sont beaucoup moins chères. Sinon, c'est trop cher pour pas grand-chose. Vous allez déjà perdre beaucoup d'énergie parce qu'elles vont vous demander beaucoup plus de travail, de préparation de votre campagne. C'est bien parce que c'est un travail qui va être utile par la suite. Mais par contre, si c'est que pour vos proches, eux, ils vont pas vous demander autant. Donc, autant passer par un outil qui va vous permettre de faire les choses plus vite et plus, avec moins de coûts. Donc, dans le don avec contrepartie, aux récompenses, pré-vente, précommande, je répète parce que c'est vrai qu'il y a tellement de termes pour désigner la même chose, parfois on peut se perdre. Alors, aujourd'hui, sur ce type de plateforme, on a deux possibilités. C'est assez récent, mais on a deux possibilités assez différentes. Il y a une première où on va afficher un montant financier à atteindre, par exemple 20 000 euros. Et dans ce cas, je vais proposer différents niveaux de contrepartie. Les premiers niveaux vont être plutôt symboliques, jusqu'à 15 euros. Ça peut être un remerciement sur un site internet, par exemple. Il n'y a aucun souci. À partir de 20 euros, je vais commencer à proposer des contreparties matérielles que les gens veulent avoir. Donc là, on est sur des vraies contreparties physiques. Donc ça, c'est le don avec contrepartie. Et sur le même type de plateforme, vous pouvez choisir d'afficher plutôt que le montant, plutôt un objectif en termes de pré-vente à atteindre, ou de précommande. Donc par exemple, plutôt que d'aller chercher 20 000 euros, je vais plutôt chercher 100 pré-ventes de tel produit. Et du coup, on n'est pas du tout dans la même logique, même la stratégie de communication va être différente parce que dans le deuxième cas, on va être sur une opération marketing de vente, on va chercher vraiment nos clients. Alors que dans le premier, on a un peu on reste encore un peu dans la logique de soutien moral, de dons, de mobilisation, beaucoup plus de mobilisation de réseaux proches. C'est pas tout à fait la même logique. Et ça, c'est important à garder en tête parce que ça va avoir un impact sur les montants qui sont collectés. Là, la moyenne que vous voyez, c'est la moyenne de collecte, 5 900 euros. C'est plutôt pour nos dons avec contrepartie. À partir du moment où on est sur une campagne de pré-vente, avec un nombre de pré-ventes à atteindre, la moyenne, elle est plutôt de 12 000 euros. Donc, on double. Donc, ça, c'est important à garder en tête. Je n'ai pas encore les chiffres sur les slides parce qu'en fait, c'est assez récent, ce type de mécanisme. Et sur le baromètre de financement participatif France, il ne distingue pas encore les deux types de campagnes. Donc, vous allez, là, les 6 000, c'est plutôt pour les dons avec contrepartie. Le chiffre des 12 000 que je vous ai donné, c'est KissKissBankBank qui me l'a indiqué un jour pendant un atelier. Donc, c'est hyper intéressant et c'est vraiment à garder en tête. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est surtout pour des produits B2C, donc des produits destinés au grand public, alors, en tout cas une cible précise de personnes. C'est accessible dès le démarrage du projet. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que vous allez pouvoir tester votre marché, tester votre communication, trouver vos premiers clients, financer vos premiers produits et tout ça sans prendre trop de risques parce qu'on n'a même pas besoin d'avoir déjà créé une structure. On peut le faire en tant qu'entrepreneur, en tant que personne physique. Et c'est un vrai test de marché. C'est pour ça que vous avez par exemple aujourd'hui des banques. Certaines l'imposent, d'autres le recommandent très fortement à ce type de projet de passer d'abord par une campagne pour faire leur preuve de concept. Et ensuite, les banques sont prêtes à suivre. Donc, c'est pour ça, dans votre plan de financement, gardez bien en tête
qu'à la suite d'une campagne, c'est le moment d'aller voir la banque parce que c'est là que tout le monde sera normalement prêt à vous financer. Par contre, il faut être en capacité de livrer les récompenses. Donc, vous vous engagez, si ça marche, à produire et à expédier des choses aux gens. Et ça a un coût. Donc, il faut l'anticiper dans votre plan de financement. Et ensuite, hop. Alors, les royalties. Donc, c'est un financement en échange d'un pourcentage de chiffre d'affaires futur pendant une durée déterminée, bien sûr, c'est limité dans le temps. Habituellement, c'est 5 ans, donc c'est pour ça le petit graphique avec les 5 barres. Ce pourcentage, on le détermine toujours au cas par cas chez Widwood. On va vous demander votre prévisionnel financier et par rapport au montant que vous souhaitez collecter, on va calculer quel pourcentage il faudrait proposer à vos investisseurs pour que, si tout se passe bien, ils récupèrent leur argent avec une plus-value au bout des 5 ans, avec des versements qui sont trimestriels. Donc, au tout début, ils vont recevoir assez peu. Donc, c'est la première barre parce qu'au tout début, vous avez assez peu de chiffre d'affaires. Et à fur et à mesure que les années passent et que votre chiffre d'affaires progresse, vous allez verser un peu plus. Et donc, c'est plutôt sur la 4e, 5e année qu'ils vont commencer éventuellement à avoir une rentabilité. Sachez que ça ne se passe jamais comme prévu. Hein. Vous allez faire des prévisionnels, les changer plein de fois. Et on suit tous son entreprise, il n'y a aucune qui suit son prévisionnel. C'est pas grave. C'est l'intérêt du modèle, c'est que si on fait moins que prévu, les investisseurs ils reçoivent moins que prévu. Si on fait plus, on partage aussi cette réussite et du coup, ils reçoivent plus que prévu. La moyenne de levée de fonds, elle est de 62 000 euros. Donc, on commence à être sur un montant un peu plus conséquent qui va vous permettre pas uniquement de financer votre production, mais aussi d'investir, éventuellement recruter quelqu'un ou investir sur des outils. C'est pour tout type de secteur. Donc là, on va pouvoir être sur du B2B, par exemple, parce qu'on n'est plus sur une contrepartie matérielle. On est sur une contrepartie qui est financière. Et donc, une contrepartie financière, ça peut parler à tout le monde. Alors, je vois qu'il y a une question. Quel est en général le pourcentage moyen de chiffre d'affaires donné en royalties? Ça va dépendre beaucoup de projets. Le minimum, c'est 1%. Le maximum, c'est 10% de chiffre d'affaires ou 10% de la marge brute. On va regarder les deux pour 100 000 euros levés. Je peux vous mettre dans le chat un petit test qui vous permet de calculer par rapport à votre projet à vous et à votre prévisionnel, qu'est-ce que ça peut donner. Je préfère ne pas donner des moyennes parce qu'en fait, selon le modèle économique et selon le type de produit ou de service que vous proposez, ça va être très, très variable. C'est entre 1 et 10. Très souvent beaucoup plus proche de 1 que de 10, mais ça va dépendre de votre projet. Donc là, la moyenne de levée de fonds est de 62 000 euros, je dis. C'est accessible dès la création de la structure. Donc pour ce type de financement, vous avez déjà besoin d'avoir créé une structure morale. Une entreprise, une association, une scope, peu importe, mais il faut une structure morale qui va porter la levée de fonds et qui va s'engager sur son chiffre d'affaires. Et ensuite, j'arrive plus à passer mes slides. Hop. Pour le capital, donc c'est un financement où vous allez céder des actions, des parts de capital à vos investisseurs. Pourquoi passer par une plateforme de capital plutôt que par des business angels ou des fonds d'investissement indirects? Il y a 2 intérêts aujourd'hui. Le premier, c'est que la plateforme elle va créer un cadre unique à l'ensemble des investisseurs. Peu importe leur nature, personne physique, personne morale, business angel, fonds d'investissement, ils vont tous rentrer avec les mêmes conditions. Vous n'avez pas à négocier avec chacun individuellement et souvent c'est ça qui prend beaucoup de temps, c'est la négociation des conditions. Et en plus, et ça c'est le deuxième intérêt, la plateforme va créer une entité unique, c'est une holding, c'est une sorte d'entreprise, c'est une structure qui va rassembler l'ensemble des investisseurs et donc à votre capital, vous n'avez à gérer que cette structure-là et pas individuellement chaque investisseur. Donc, peu importe si ce sont des dizaines ou des centaines, à votre capital, vous avez affaire qu'à une seule entité. Et donc, c'est un gain de temps vraiment important en termes de négociation et de gestion par la suite. Il y a même un troisième intérêt, c'est que derrière les grandes plateformes, en tout cas les 3 qui sont là, c'est vrai, aujourd'hui, vous avez des communautés d'investisseurs du type Business Angel, fonds d'investissement, qui les utilisent pour identifier des projets de qualité.
Donc, c'est pour ça que la moyenne de levée de fonds va être beaucoup plus importante. On est autour de 620 000 euros. C'est parce que ce type d'investisseurs, ils ont des capacités financières beaucoup plus élevées. Par contre, ce n'est pas pour tout le monde. Comme je vous ai dit, ce type d'investisseur, il faut un vrai pari sur une croissance rapide de l'entreprise. Donc, c'est une entreprise qui va pouvoir faire x5, x10, voire x100 dans quelques années. Donc, c'est des entreprises qui ont souvent un prévisionnel comme ça. Je ne sais pas comment vous voyez la courbe, mais qui montre très, très rapidement. Parce que c'est ça qui va leur faire de la rentabilité. Eux, comme ils prennent beaucoup de risques, c'est vraiment de tout à rien. Hein. J'investis 20 000 euros aujourd'hui, je ne sais pas si je vais les récupérer. Donc, c'est très, très risqué. Je ne les récupère que si ça marche et que l'entreprise prend de la valeur. Donc, la manière de compenser ce risque, c'est de chercher une forte rentabilité pour compenser la perte. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est bon. Et pour pouvoir convaincre ce type d'investisseurs-là, il faut avoir déjà un petit peu avancé dans son projet parce qu'ils ne vont pas investir sur base d'une idée, ils vont investir sur base d'indicateurs déjà validés. Donc, les fameux indicateurs de performance, parfois vous entendez parler de KPI, de Key Indicators, il y a plein de termes pour désigner ces indicateurs. En fait, c'est juste des chiffres qui sont validés chez vous. Vous savez par exemple combien ça vous coûte de transformer un client, quelle est votre marge, quels sont vos prix, la taille de marché. En fait, c'est des indicateurs que normalement vous ne validez qu'à partir du moment où vous commencez à tester votre activité. Et donc, c'est pour ça que c'est un type de financement qui souvent intervient un peu plus tard. Du coup, ça me permet de faire le lien avec la slide suivante. Si on compare les différents types de financement participatif par rapport à la maturité des projets qui sont financés et aux montants qui sont collectés, on est à peu près sur le même schéma. Donc, vous avez le don avec récompense et la prévente entre 6 000 et 12 000 euros selon le type de campagne qui interviennent souvent assez tôt, même avant la création parfois, pour aller tester son marché, trouver les premiers clients, financer sa première production. Bien sûr, ça peut arriver, je vous ai dit, ça peut arriver beaucoup plus tard, il n'y a aucun souci. C'est juste là où ça a une forte valeur ajoutée, parce que ça va vous permettre de faire la preuve de concept. Vous avez les royalties qui interviennent souvent sur la première année pour financer le démarrage de la commercialisation. Et le capital qui intervient souvent un peu plus tard, à partir de la fin de la première voire deuxième année d'activité, qu'on en a déjà validé nos indicateurs. Et le prêt, je ne l'ai même pas mis dans le graphique parce que c'est souvent après 3 ans, voire plus, parce qu'il faut 3 ans de bilan positif. Donc, souvent, plutôt 4 ans à 5 ans. Voilà. Et pour finir avec les comparatifs, donc je vous ai mis les contributions moyennes par type de financement par contributeur. Donc, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que je vous ai mis là, c'est parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais par exemple, dans le don sans récompense, le chiffre des 93 euros, c'est étonnant que ce soit plus élevé que dans le don avec récompense, mais c'est parce que, comme je vous ai dit, il y a des réductions fiscales. Donc, quand je donne de l'argent, je déduis une partie de mes impôts et ça incite les gens à mettre plus d'argent. Par contre, on va être sur beaucoup moins de personnes, 20 plutôt que 197, et c'est pour ça qu'au global, je vais collecter mon argent. Dans le don avec récompense, pareil, avec le chiffre des 58 euros, c'est hyper intéressant parce qu'il est stable depuis 2 ans, 58 euros tout pile. Et ça veut dire que c'est un montant que les gens sont prêts à dépenser sur une plateforme de financement participatif. Donc, gardez-le en tête parce que si vous choisissez ce mode de financement pour la prévente, ça vous permet de bien définir vos contreparties. Par exemple, moi, personnellement, si j'avais une campagne à préparer, moi, je me serais dit que 58 euros, c'est trop. Moi, ce n'est pas un type de montant que je dépense sur une plateforme. Donc, dans ma tête, je fixerais des contreparties sur des montants moins élevés. Alors que non, 58 euros, c'est la moyenne. Donc, ça veut dire que je peux être peut-être un peu plus ambitieuse aussi dans la manière dont je vais définir mes différents types de contreparties. L'investissement en capital, on est à 4 500 euros de moyenne par investisseur. Là, il faut relativiser un peu parce que ça va dépendre beaucoup du type d'investisseur que vous avez touché. Une personne physique comme moi et vous, donc ça veut dire des personnes qui ne sont pas des investisseurs réguliers,
vont mettre entre 100 et 2000 euros, par exemple. Un business angel va mettre entre 2000 et 20 000 euros environ. Et un fonds d'investissement, lui, il peut mettre plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, selon le type d'investisseur qu'on va toucher, bien sûr, le ticket moyen, il ne va pas du tout être le même. Et en royalties, on est à 867 euros de moyenne. Là aussi, il faut relativiser un peu, mais pour différentes raisons. Pour une raison différente. Ça va dépendre plus du type de campagne. Nous, on a des projets B2C qui vont faire une campagne très grand public avec une communication assez massive, assez proche dans le style des campagnes de pré-vente et des campagnes de dons avec récompense. Hein. C'est le même type de communication. Et là, dans ce cas, on va toucher beaucoup plus de monde, plus d'une centaine de personnes, mais sur des montants plus faibles, des tickets moyens plutôt autour de 150 ou 100 euros. Et on a des projets où on va pas viser le grand public, on va avoir une communication beaucoup plus ciblée. Et on va chercher des communautés de financeurs plus ciblés. Et là, on va être sur moins de personnes, mais des tickets plus élevés. Par exemple, quand vous essayez de mobiliser des entreprises pour venir financer votre entreprise, une entreprise, elle n'investit pas pour moins de 2 000 euros. Alors, ça peut arriver, mais ce n'est pas très fréquent. Donc, selon le type d'investisseur et selon la stratégie de communication qu'on va adopter, le ticket moyen, il ne va pas du tout être le même. Voilà. Et combien ça coûte? Donc, ça, c'est pour vous donner un aperçu global du coût d'une campagne de financement participatif. Je vous ai mis en bleu les frais qui peuvent intervenir avant et pendant la campagne, en rouge les frais qui peuvent intervenir après. Sachant que la majorité des plateformes, leur modèle économique est le même, c'est surtout, et c'est là le gros de coût, c'est la deuxième ligne, c'est une commission sur le montant levé. Souvent, cette commission est entre 6 et 8%, peu importe le type de plateforme. Donc, dans le don, il n'y a pas de frais de dossier, donc vous ne payez que si ça marche. D'ailleurs, vous ne payez pas, c'est le montant qui est prélevé du montant qui vous est ensuite versé, donc vous n'avez pas de frais à avancer. Le petit zéro oublié, c'est pas très commun, c'est l'OASO, c'est une plateforme qui est dédiée aux associations et qui est gratuite pour les associations, mais qui a un modèle économique un peu particulier basé sur des pourboires qui sont demandés aux contributeurs. Donc, si vous avez une association, c'est possible, mais si vous n'avez pas une association, c'est pas possible. Sinon, c'est plutôt 6 et 8%. Et ensuite, si vous avez des contreparties qui relèvent la pré-vente, donc des contreparties qui sont en fait des produits que vous vendez aux gens en précommande, il y aura de la TVA, donc jusqu'à 20% qui peuvent partir juste après. Donc ça il faut bien l'anticiper. Aujourd'hui, dans les plateformes, c'est assez bien géré. Vous pouvez avoir des contreparties qui sont plutôt symboliques ou qui n'ont pas de lien direct avec votre activité et qui ne vont pas relever de la vente et du coup qui ne sont pas soumises à TVA. Et dans la même campagne, il y a une autre partie des contreparties qui est de la prévente et qui, elle, est soumise à TVA. Donc, on peut avoir la TVA uniquement sur une partie de la collecte. Et ensuite, il faut rajouter le coût de fabrication et d'expédition des contreparties. Donc, très souvent, dans une campagne de dons avec contrepartie ou de prévente, il ne va pas nous rester énormément d'argent pour aller financer d'autres choses. Ça va être une opération marketing qui va s'autofinancer. Et c'est déjà très bien. Parce que c'est une belle étape dans la vie du projet. On va se faire connaître et on va pouvoir financer notre production sans avoir de manière très équilibrée en termes de financement. Et surtout, ça va vous permettre de débloquer d'autres financements par la suite, notamment des financements bancaires. Le prêt, c'est très cher, c'est plus cher que la banque, mais c'est très rapide. C'est pour ça qu'il y a des entreprises qui choisissent ce type de financement. L'investissement, il y a toujours des frais de dossier. En réalité, c'est plutôt 250 € hors taxe pour les jeunes entreprises. Donc, il y a des frais de dossier parce qu'il y a une étude de dossier qui est faite en amont, qui doit être faite pour les investisseurs. Et en capital, c'est plutôt 2 000 € de frais de dossier. Alors, ça peut vous sembler beaucoup, mais en capital, une étude de dossier, c'est très encadré. Ça s'appelle une due diligence et c'est un audit de plusieurs jours de toutes les dimensions d'entreprise. Et c'est quelque chose qui est requise par les investisseurs qualifiés. Donc, honnêtement, moi, si je devais choisir, je préférerais payer ce type de montant pour avoir une étude de dossier de qualité
qui me permet ensuite d'aller convaincre, d'aller chercher les investisseurs qualifiés, plutôt que de faire des économies sur cette étude de dossier et finalement ne mobiliser que des petits investisseurs. Ça a beaucoup moins d'intérêt. Donc, c'est un vrai investissement. Ensuite, il y a la commission sur le montant levé, très souvent en 6 et 8, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il y a des frais de gestion. Pour les royalties, c'est une commission qui est prise sur les royalties qui sont versées aux investisseurs, qui est plutôt symbolique. Ça sert surtout à couvrir les frais de transaction, parce qu'à partir du moment où il y a des transactions en ligne, il y a toujours des prestataires de paiement comme PayPal ou Stripe, que vous connaissez peut-être, qui facturent des frais de toute façon. Donc, c'est pour couvrir ces frais-là. Et en capital, il y a des frais fixes qui sont liés à la gestion de la holding. Donc, je vous ai dit qu'il y a une structure qui est créée pour rassembler l'ensemble des investisseurs. Cette holding a des frais administratifs comme une entreprise, des frais de greffe, des frais d'expert comptable. Donc, c'est des frais assez classiques de la gestion d'une structure. Et éventuellement des frais sur la plus-value si les investisseurs arrivent à revendre leurs actions avec une plus-value. Sachant que très souvent, les frais en capital sont répartis entre la structure qui est financée et les investisseurs. Donc, vous n'avez pas tout à votre charge. Par contre, la répartition, ça va dépendre de la plateforme que vous choisissez. Donc, avant de choisir, regardez bien les conditions de chaque plateforme, même par rapport aux frais qui peuvent intervenir après la campagne. Donc, voilà pour le coût. Pour synthétiser un peu tout ça, le financement participatif, il n'est pas pour vous si vous n'êtes pas prêt ou prête à communiquer sur votre projet, notamment à vos proches. Donc ça, c'est important pour 2 raisons. La première, c'est le vous. En fait, les gens, on n'embarque pas les gens avec une idée, on embarque les gens avec les gens. C'est vous, votre histoire, vos valeurs, vos motivations, vous personnellement ou l'équipe, et votre énergie qui vont embarquer les gens. Donc si vous n'êtes pas prêt à vous exposer, ça peut marcher, mais le taux de transformation ne va pas être le même. Donc il vaut mieux être prêt à jouer ce rôle-là où on s'expose un petit peu pour vraiment embarquer les gens avec nous. Parce que c'est ça aussi qui génère la confiance. Nous, on fait confiance dans des gens, pas dans des choses. Et la deuxième raison, c'est notamment à vos proches. Donc, je vous ai dit que pour lancer la dynamique, il faut avoir identifié qui vont être les personnes qui ne vont pas trop se poser de questions pour nous soutenir. Ça peut être réseau personnel ou réseau professionnel. Les deux, ça marche. Il faut juste bien avoir identifié et avoir une stratégie pour aller les mobiliser. Si vous ne pouvez pas y consacrer de temps, donc je vous ai dit que c'était environ 3 mois. Si vous n'avez pas encore fait le test sur trouverbonfinancement.fr, donc ça c'est un petit outil qu'on a mis en ligne et qui nous permet surtout de gagner du temps de conseils. Ça vous pose des questions. Selon vos réponses, ça vous guide vers le mode de financement qui semble correspondre le mieux. Et par rapport à chaque mode de financement, vous avez accès à la liste de l'ensemble des plateformes qui existent en France et qui proposent ce mode de financement-là aujourd'hui. Donc ça vous permet ensuite de faire votre petit benchmark. J'ai mis aussi là-dedans, en fait, c'est moi qui a produit le contenu qui est sur ce site. J'ai mis aussi quelques conseils sur comment bien préparer sa stratégie de communication, comment choisir sa plateforme. Donc c'est assez personnel, hein, c'est mes conseils à moi, mais ça peut vous aider. Et si vous n'avez pas encore identifié qui vous souhaitez mobiliser avec quelle contrepartie, donc c'est l'histoire du début. La clé, c'est d'avoir bien identifié à la fois la cible, la contrepartie, et c'est ça qui va déterminer votre stratégie en fait, et qui va vous permettre d'avoir une campagne très efficace. Alors, je vous ai dit que je donnerais des exemples pour finir, pour qu'on ait encore un peu de temps pour échanger, on arrive à la fin. Donc, réaliser plusieurs levées de fonds sur des plateformes différentes. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que c'est possible. Il y a des marques qui le font de manière régulière, notamment sur des campagnes de prévente. À chaque sortie de produits, par exemple, c'est tout à fait possible. Et même sur la même plateforme, ça marche très bien. Sur des plateformes différentes et des modes de financement différents, je vous donne 2 exemples qui ne sont pas dans la cosmétique parce que je n'ai jamais accompagné personnellement de projet dans la cosmétique qui a passé par 2 plateformes, mais je vous donne, j'ai des exemples dans la cosmétique juste après aussi. Donc le premier, c'est Tuisa, c'est une plateforme de mise en relation de personnes qui veulent participer à des chantiers participatifs et des personnes qui veulent participer à des chantiers participatifs, donc apprendre à construire ensemble des maisons de manière écologique.
Et eux, ils sont allés d'abord sur Ulule, pas forcément pour le financement, mais pour construire leur communauté. C'était au tout début, ils étaient en train de construire une plateforme. Comme pour toute plateforme de mise en relation, c'est important d'avoir une communauté pour avoir autant d'offres que de demandes, sinon ça ne marche pas. C'est la communauté qui fait vivre la plateforme. Donc eux, leur stratégie était d'utiliser la plateforme de financement participatif comme un outil pour créer leur communauté. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés chercher des associations, des médias qui travaillaient déjà dans leur secteur d'activité, l'habitat écologique, la construction en paille, la construction en bois, la construction en terre cuite. Il y a plein de secteurs assez précis, assez pointus, mais qui rassemblaient déjà la communauté qui voulait toucher, surtout parce qu'ils n'avaient pas forcément de contrepartie matérielle. C'est une plateforme de service. Ils n'avaient pas de produits à donner aux gens. C'était de vrais dons. Donc, il fallait capitaliser sur leur contrepartie émotionnelle, le fait qu'ils allaient créer un service gratuit. Et il fallait que ça parle aux gens qui aimeraient bénéficier de ce service-là. Donc, dans la stratégie, c'était d'identifier comment je vais toucher ces personnes-là qui aimeraient utiliser mon service. Et donc, ils ont identifié les associations et les médias qui rassemblaient déjà ce type de personnes. Et ça a très bien marché parce que vous voyez, ils ont dépassé la moyenne nationale, ils ont dépassé leur objectif. Et tout ça sans contrepartie matérielle vraiment adaptée. Donc, ça peut marcher. C'est pour ça qu'au tout début, quand je vous ai parlé de contrepartie émotionnelle, bah, ça peut être vraiment efficace si on les travaille bien, si on travaille bien notre impact, la proposition de valeur de ce qu'on va proposer, en visant bien la cible à qui ça va parler. 2 ans plus tard, ils sont venus chez nous, du coup, chez Ouidoukun. Et là, c'était très différent. Ils avaient déjà une plateforme qui marchait bien, une belle communauté. Et en fait, ça commençait à ramer techniquement. Donc, ils avaient besoin d'investir sur l'outil technologique. Donc, ils avaient vraiment besoin d'argent. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont communiqué auprès de la première cible en leur disant, vous nous avez fait un don au tout début, parce que c'était un don. Hein. Depuis 2 ans, vous suivez l'actualité de la plateforme parce qu'on a continué de vous envoyer des actualités sur comment ça se passe. Vous avez peut-être même déjà participé à un chantier participatif via la plateforme. Aujourd'hui, on vous propose de vous intéresser à la croissance économique du projet. À chaque euro qu'on gagne avec la plateforme, on va reverser une partie à l'ensemble des contributeurs. Et là, souvent, sur une campagne qui marche bien, on a un taux d'engagement de 8%. Avec ce type de stratégie, on avait un taux d'engagement de 20%. Donc c'est pour ça qu'au tout début, je vous disais, le taux d'engagement, une communauté engagée, ça peut faire la différence pour un projet. Imaginez qu'à chaque mail que vous envoyez, vous avez 20% des personnes qui passent à l'action. C'est incroyable. C'est très puissant. Donc gardez-le bien en tête parce que ça peut vous être utile dans l'animation de votre propre communauté et voir dans la mobilisation de votre propre communauté pour qu'elle vous finance. Donc là, j'avais un deuxième exemple, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça n'a rien à voir avec vous. C'est un projet plutôt industriel qui n'est pas allé faire de dons avec contrepartie, qui a commencé d'abord par les royalties parce que c'était plus pertinent et qui est passé ensuite par une plateforme de capital. Donc c'est juste pour vous montrer que c'est possible, qu'il y a des passerelles tout à fait existantes entre les différentes plateformes de financement. Et l'autre chose que je voulais vous dire par rapport à cet exemple-là, c'est que peu importe le mode de financement, ça fait toujours effet de levier. Donc, je vous ai dit, dans le don avec contrepartie de la prévente, il faut aller voir la banque ensuite. Là, c'est pareil. Les 82 000 € en royalties, au total, ont généré 300 000 € avec la banque qui a suivi, BPI, Réseau Entreprendre. Les 250 000 € en capital ont généré 1 million d'euros avec BPI, la banque encore, et un fonds d'investissement. Donc, gardez-le bien en tête parce qu'en fait, c'est vraiment dommage de faire une campagne et de ne pas profiter ensuite de l'effet de levier. Mais pour profiter de l'effet de levier, il faut l'anticiper, il faut avoir identifié qui on va contacter, comment, avec quels arguments. Et donc là, j'ai rajouté quelques exemples que vous allez pouvoir consulter plus en détail sur de la cosmétique. Je vous ai mis sur plusieurs types de financement. Donc, j'ai fait une petite recherche. Donc, vous avez un don avec contrepartie, donc les petits prodiges. Alors, je vais plutôt partager avec vous. Je vais changer, juste pour qu'on puisse voir leur page. Je vais partager plutôt. Est-ce que je peux partager?
Alors, donc là, sous la cosmétique et un montant à attendre. Donc, ils ont bien dépassé leur objectif de 5 000 €, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir comment ils ont communiqué pour réussir, pour faire une telle réussite, comment ils ont communiqué sur les réseaux sociaux, dans leurs actualités, parce que dans les projets, vous avez aussi les news. Donc, ça vous donnera une idée de comment on anime une campagne pour que ce soit une belle réussite. Alors, je vais vous donner, je ne sais pas trop comment faire pour partager plusieurs en même temps. Je vais tout ouvrir et je vais essayer de partager. Hop. Ouais. Après, tu peux passer d'un onglet à l'autre, je pense. Ah oui, c'est bon, vous voyez mes onglets? Alors là, non. On voit l'écran de connexion. L'écran. Reprendre Il le faut que tu partage. arrêtes le partage et que tu reviennes sur ton écran. Eh ben, je réessaye. C'est bon? Là, on voit, c'est bon, oui. Ok. Donc, pour la prévente, je vous ai mis 900 kiers. Donc, eux, ils avaient un objectif de 300 préventes. Ils ont fait plus de 30 000 préventes. Donc, là aussi, je pense que c'est intéressant de voir comment ils ont communiqué. Et respire. Donc, là, un objectif de 300, objectif atteint 21 000. Donc, je pense que ça vaut le coup de voir parce que si vous voyez, il y a des choses qui se répètent. Hein. Il y a des bonnes pratiques qui se répètent dans les deux campagnes. Il y a des vidéos, il y a des beaux visuels, il y a pas mal d'actualités. Donc, je pense que ça vaut le coup et de regarder aussi les contreparties, comment ils ont défini les contreparties. Donc, ça, c'était pour le don avec contrepartie et la prévente. Et ensuite, sur les royalties, je vous donne un exemple que je connais bien parce que je vous ai accompagné, c'est le laboratoire TN. Ils font des produits pour les femmes enceintes et les bébés, des produits biologiques. Et là aussi, une belle réussite, ils ont levé plus de 60 000 €. Et eux, donc là, sur ce type de campagne, ils vont financer surtout les produits qu'ils vont mettre en contrepartie. Sur une campagne en royalties, les 60 000 €, c'était pour financer surtout des opérations de communication et de recrutement. Donc, on ne va pas financer la même chose, on ne va pas attendre les mêmes montants non plus. Ça va dépendre vraiment de la stratégie que vous visez et de vos besoins. Est-ce que vous avez besoin de valider votre marché, de construire votre communauté, ou est-ce que vous avez besoin de passer un peu à l'étape supérieure en lançant bien vos ventes, en commençant à embaucher des gens pour faire croître l'activité? Étonnamment, je n'ai pas trouvé d'exemple en capital. Je vais du coup remettre sur le PDF. Hop, je me fais n'importe quoi. J'ai pas trouvé d'exemple de projet financé en capital, mais je pense que... Oui, quelle serait la raison? Alors, ouais, pourquoi je pense que c'est parce que c'est un secteur qui parle moins aux investisseurs. Mhm. En tout cas, un financement participatif. J'ai cherché sur WeSeed, j'ai cherché sur Vita. Il y a des choses qui se rapprochent un peu. Je pense que ça commence à venir dans tout ce qui est naturel parce que j'ai vu quelques campagnes sur des produits de ménage écologiques. Donc, c'est pas du tout le même secteur, mais il y a quelque chose qui se rapproche dans l'esprit. Et je pense que sur tout ce qui est écologique, ça va commencer à venir. Mais avant, c'était pas forcément un secteur qui parlait, en tout cas en financement participatif. Parce que les investisseurs, ça reste un milieu assez masculin, hein, les investisseurs en capital. Oui. Et donc, la cosmétique, je ne sais pas si c'était quelque chose qui leur parlait à la base. Par contre, à partir du moment où on rajoute la couche impact écologique, engagement sociétal, je pense que là, ça va commencer à parler plus. Ok, parce que justement, les investisseurs ils cherchent à avoir de l'impact. Tout ce qu'ils affectaient comme fonds à certains secteurs, on peut se dire maintenant, tout Oui, les doucement, fonds comme c'est un mouvement d'investissement. de la société, ça va vers les cosmétiques.
Oui, bien sûr. Les fonds d'investissement, par contre, ils ont déjà, je sais qu'il y en a en financement direct et même des business angels, il y en a qui investissent dans ce type de projet sans aucun souci. C'est juste un financement participatif. Mais justement, alors du coup, ça va arriver, tu penses, Ah bientôt? oui, ah Oui. oui, j'en suis convaincue. Surtout parce que le financement participatif, c'est aussi un moyen de démocratiser, d'élargir un peu le spectre des investisseurs. Et il y a beaucoup plus d'investisseurs femmes maintenant, notamment grâce au financement participatif. Sur le capital, ça prend un peu plus de temps parce que c'est des modalités un peu plus complexes à appréhender pour les investisseurs, pour quelqu'un qui n'a jamais investi. Pour les royalties, on est déjà à 42% de femmes, donc investisseurs. Donc, je pense que c'est en train de changer, mais c'est vrai que ce n'était pas le cas avant. Et donc, j'ai juste une dernière slide pour conclure. Après, si vous avez des questions, je suis à vous. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le crowdfunding, c'est pas magique. Ça demande d'énergie, ça demande de temps. C'est pas le financement le moins cher. Donc, si vous y allez, il faut que vous ayez bien préparé et que vous ayez en tête que c'est pas juste le financement. Et que vous ayez en tête aussi cette idée d'effet de levier, des financeurs qui vont vous suivre après si vous l'anticipez bien. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de plan de financement au tout début. Il faut le préparer. Ce que je dis à chaque fois aux porteurs de projets avec qui on commence à travailler pour une campagne, c'est aller voir la banque maintenant, même avant d'avoir commencé votre campagne, parce qu'aujourd'hui, l'effet de levier, on peut même le faire jouer dans les deux sens. Pendant ma campagne, je vais pouvoir dire, si vous me suivez, il y a la banque qui est prête à me suivre, et la banque, de toute façon, ne va suivre que si ça marche. Donc, on fait vraiment jouer l'effet de levier dans les deux sens, et c'est hyper intéressant. Et ce n'est pas juste un financement supplémentaire, c'est un financement moins cher, parce que souvent les conditions ne sont pas les mêmes, parfois sans garantie et sans caution personnelle, très souvent d'ailleurs, parce qu'il y a cet effet de confiance généré par la campagne. Donc il faut en profiter au maximum parce que c'est pas qu'on en a besoin d'argent que, que les banques sont prêtes à nous suivre, c'est qu'on n'en a pas besoin, étrangement. Et surtout, si vous les engagez maintenant, au tout début, bah après, aux prochaines étapes de financement, quand vous aurez besoin de nouveau, vous aurez déjà des partenaires financiers impliqués qui seront plus ouverts à vous suivre une deuxième fois. Donc, c'est hyper important même d'avoir plusieurs banques. Nous, on recommande d'avoir plusieurs banques parce que plus on a de partenaires, de parties prenantes impliquées, plus c'est facile par la suite. C'est aussi un outil hyper intéressant d'engagement de communauté, ça j'en ai largement parlé, de visibilité aussi. Et c'est parfois des contacts, là j'en ai pas parlé, mais c'est important à garder en tête. Aujourd'hui, dans les entreprises, dans les PME, dans les grands groupes, vous avez des gens qui sont en charge de l'innovation, qui utilisent les plateformes comme un outil de veille. Par exemple, nous, on a eu le cas de Cuir Marrant de France, donc c'est une entreprise qui fait du cuir à partir de peau de poisson, donc c'est assez particulier comme produit. Et pendant la campagne, ils ont été contactés par une grande marque de luxe française parce que leurs produits les intéressaient et qu'ils utilisaient les plateformes pour chercher des produits innovants. Donc, un contact comme ça au tout début d'un projet, ça peut être déterminant pour la suite parce que c'est potentiellement un très grand client. Donc, gardez-le en tête que c'est aussi un moyen de se rendre visible auprès de personnes comme ça. Et voilà, j'ai fait le tour. J'espère Merci que beaucoup. ça a un peu répondu à vos questions. Ah oui, et il y en a qui arrivent. D'ailleurs, c'était Oui. très, très intéressant. On a suivi attentivement. Il y a une question de Dounia. Faut-il avoir beaucoup de bêta-testeurs pour réussir sa campagne participative en pré-vente? Non, on n'a pas besoin. Par contre, plus on a déjà fait de preuves, mieux ça va marcher. Moi, ce que je recommande souvent, c'est d'avancer le plus possible dans son projet avec les moyens de bord. Et ensuite, à partir du moment où on commence à avoir une petite communauté, où on a déjà des manifestations d'intérêt, on a déjà des témoignages, des retours concrets, ben là, ça va être plus facile parce qu'on aura du concret, de la matière qui va nourrir la campagne. Alors que si on n'a pas encore fait grand-chose, qu'on a juste un prototype, mais qu'on n'a pas de retour, ou très peu, on va avoir beaucoup moins de matière. Donc, moi, ma recommandation, c'est de faire le plus pour avoir le plus possible ensuite et ça va permettre d'avoir une collecte plus élevée.
Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions qui souhaitent intervenir? Oui, j'avais une question. Bonjour et merci beaucoup. C'était pour savoir en fait, parce que je vois par exemple l'exemple du premier confinement, on a vu énormément de campagnes. Enfin après, je sais pas, peut-être que pendant le premier confinement, on était plus câblés sur les réseaux, donc on regardait plus. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu énormément de campagnes, notamment dans le domaine des cosmétiques. Du coup, il y en a de plus en plus. C'est effectivement un moyen qui fonctionne. Est-ce qu'on risque pas de créer justement je cherche mon mot, c'est pas le mot dégoût, mais enfin, de saturation, qu'il y en ait trop. Merci Codou, c'est ça. Excusez-moi, est-ce qu'on risque pas justement de créer un effet de saturation justement, qu'il y en ait trop et du coup je sais pas, comment réussir à éviter peut-être ça et quand les gens du coup voient une nouvelle campagne cosmétique ou d'autres domaines ne se disent pas ah tiens c'est un énième produit. C'est une bonne question. Par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne et l'Angleterre, on est encore très en retard. Par rapport à la population, il y a beaucoup moins de contributeurs. Donc, je ne pense pas qu'on soit proche de la saturation de tout. On est plus dans un moment de démocratisation où on va... Parce que il y a que, c'était une étude l'année dernière, il n'y a que 15% des Français qui déclarent avoir participé à une campagne de financement participatif l'année dernière. Donc 15%, c'est rien. Et en plus, on ne sait même pas, on pense que c'est même surestimé parce qu'il y en a certains il y en a certains qui l'ont fait sur plusieurs plateformes. Alors ça, je m'embrouille dans mes pensées. En fait, par rapport aux données des plateformes, on sait qu'il y a 15% des Français qui ont contribué à une campagne, sauf que les données des plateformes ne sont pas compilées. Donc, comme il y a des contributeurs comme moi, j'ai contribué sur plusieurs plateformes, en fait, je suis comptée à plusieurs reprises. Je suis comptée au moins 3-4 fois. Et souvent, quand une personne a déjà contribué sur une plateforme, elle a déjà contribué sur 2, 3, parce que c'est une habitude aussi, on rentre dans cet univers-là. Donc même 15%, c'était surestimé. Donc je ne pense pas qu'on soit proche de la saturation du tout. Par contre, c'est de la vente et il faut trouver son originalité, sa communauté. C'est plus ça. C'est plus comment on va être un peu différent et comment on va toucher notre cible de manière efficace. J'ai vu combien peut coûter la réalisation de la campagne de communication. Ça dépend énormément des ambitions. Il y a des campagnes qui coûtent énormément d'argent, mais c'est parce que c'est des projets qui ont des ambitions énormes et qui peuvent se permettre d'investir. Il y a des campagnes qui se font avec les moyens de bord, avec des vidéos réalisées par des amis. Ça dépend vraiment beaucoup de votre ambition, de vos moyens, de votre réseau. Aujourd'hui, avec un smartphone, par exemple, on peut faire des belles vidéos. Avec des outils open source sur un ordinateur, on peut faire des belles animations assez simples. C'est difficile de dire en montant. Par contre, on travaille pas mal avec une entreprise qui accompagnent des projets en pré-vente sur leur stratégie de communication et qui fonctionnent très très bien. Ils accompagnent à la fois des projets chez nous et chez les plateformes de dons avec contrepartie et pré-vente et ils sont très, très doués. Je vous mets là au cas où vous voulez regarder, surtout parce qu'ils produisent aussi pas mal de contenu et parfois même des webinars comme celui d'aujourd'hui. Plus sur comment réussir en campagne. Merci. Moi, j'ai une question. Tu parlais de la durée, 3 mois. Par exemple, chez We Do Good, ce 3 mois, ça inclut la due diligence, l'étude du dossier. Comment le dérouler pourrait être si je veux voir We Do Good pour un financement? Oui, chez nous, en fait, l'étude de dossier, c'est pour ça que c'est pas très cher en réalité, c'est une demi-journée, donc ça va, c'est pas ça qui prend de temps. Ce qui prend de temps, souvent, c'est la préparation. On va commencer à rédiger la présentation en ligne, on va commencer. Le porteur de projet fait un premier jet, on fait des retours, il y a pas mal d'allers-retours, on valide ensemble que c'est efficace, que c'est bon. Il y a la production des supports visuels. Donc en fait, ça dépend beaucoup de ce que le porteur de projet ou la porteuse de projet a déjà de son côté. S'il y a déjà pas mal de matière qui est existante, ça peut aller très vite.
Parfois, on a des campagnes qui se lancent en une semaine. Hein. C'est tout à fait faisable. Très souvent, on est plutôt sur 3 semaines en moins de préparation parce qu'il faut aussi prendre le temps de déconstruire sa stratégie. Et après, chez nous, c'est souvent 1 mois de préparation, 1 mois d'évaluation. Donc, c'est une étape qui n'existe pas en don avec contrepartie ni prévente, mais qui existe en demande d'investissement et qui est une étape qui permet de qualifier la base de données en termes de potentiel d'investissement sans prendre trop de risques. On va commencer à sonder nos communautés, à voir combien d'enjeux les gens sont prêts à mettre avant de lancer la vraie phase d'investissement. Donc, c'est une étape très importante. Souvent, quand la phase d'évaluation est réussie, après la phase d'investissement, c'est juste la transformation. Ça va assez vite. Et c'est 1 mois encore pour la phase d'investissement. En dos avec contrepartie, il faut compter plutôt autour d'1 mois de préparation aussi. Ça va moins vite parce que les plateformes ont plus de volume à gérer en termes de préparation. Et plutôt 45 jours de campagne. Donc, c'est un peu plus long de phase de collecte. Donc, c'est légèrement plus long. Donc, à peu près, c'est pour ça que je parle de 3 mois, c'est que peu importe le mode de financement, en don, en prévente, aux royalties, on est à peu près sur la même durée. Il ne faut pas essayer de faire plus long parce qu'en fait, plus long, on va rallonger le temps du milieu qui n'est pas très intéressant. C'est un peu la traversée du désert. Dans une campagne, on a le pic du début, le pic de la fin, quelques pics au milieu qui correspondent à des événements phares par rapport à la vie du projet, à des actualités qui sont envoyées, par exemple. Mais souvent, le milieu, c'est quand même un peu plat. Et si on rajoute tout le temps, on va rallonger ce plat qui est assez difficile à vivre pour tout le monde. Donc, on ne recommande pas de faire des campagnes très longues. Et comment on fixe le temps de campagne? Ça va dépendre du calendrier. Par exemple, là, il y a des impératifs. Il y a Noël, il y a Réveillon. Il faut pas... On peut mener en campagne pendant Noël, mais il ne faut pas que ce soit la fin ni le début. Donc, il faut l'inclure. Pareil pour les jours fériés, les vacances scolaires. Tout ça, il faut l'anticiper. Il ne faut pas que ce soit la fin ni le début, parce que c'est des moments où on maîtrise moins. Peut-être que les gens sont complètement déconnectés, qu'on ne va pas pouvoir les joindre. Donc, il faut bien anticiper tout ça. Mais globalement, je dirais 1 mois de campagne, c'est déjà très bien. Mais par contre, il faut être vraiment dedans. Il faut se dire, je me donne à fond pendant 1 mois. Qui sont les investisseurs We Do Good? Est-ce que le profil, c'est quoi et pourquoi? Et comment vous les cherchez? Comment vous les recrutez? Comment ils viennent vous voir? Et qui sont-ils? Si tu as un portrait type. Alors, il y a un portrait type. C'est 58% d'hommes, 42% de femmes, 42 ans. La majorité, c'est des gens qui n'avaient jamais investi avant. Ce pas des investisseurs qualifiés. Ils mettent en moyenne un peu plus de 800 €, mais en médiane autour de 150 €. Donc, c'est le plus fréquent, c'est autour de 150 €. Et leur motivation, ça c'est une question qu'on pose à chaque investissement, c'est assez intéressant d'ailleurs. C'est très varié. C'est entre, il y en a qui viennent pour la rentabilité, pour la question de placement, il y en a qui viennent pour l'intérêt par rapport au projet, et il y en a qui viennent pour l'impact. Et l'impact d'ailleurs, il arrive quasiment au même niveau que la rentabilité, c'est hyper intéressant. Après, comment on va les chercher? C'est comme toute plateforme de financement participatif, on commence d'abord par le cercle proche de porteurs de projets, on l'aide dans cette communication, dans cette mobilisation, et après on élargit au fur et à mesure jusqu'à toucher des gens qu'on ne connaît pas forcément via les médias, les réseaux sociaux. Voilà, c'est assez classique. Un petit peu plus d'hommes. Un petit peu plus. On était assez contents parce que pendant les premières années, on était à 50-50. On était très fiers, mais c'est vrai que c'était difficile à tenir. Oui. Mais c'est déjà très bien parce que souvent, dans le monde de l'investissement, on est plutôt autour de 10% de femmes. Donc là, 42%, c'est quand même énorme. D'accord. Je ne veux pas faire cliché, mais par rapport à notre secteur, tu vois, la cosmétique naturelle, biologique, éthique, comment tu vois les choses? On a des projets dans l'association et la communauté à diverses étapes de maturité. Il y en a qui ont fait déjà des campagnes et j'ai vu tout à l'heure Christelle, je crois qu'elle est encore là, il y a Christelle, Lisa en a fait aussi. Comment on fait après, voilà, est-ce qu'on se dit, bon, allez, je vais tenter avec We Do Good parce que et on se présente à vous?
on a en général des petits projets, petits entre guillemets, avec des montants des fois de quelques dizaines de milliers d'euros, quelques milliers d'euros. Il faut qu'on réfléchisse bien avant d'aller vous voir éventuellement par rapport à notre projet, notre impact. C'est quand même peut-être plus complexe, non? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense pas que ce soit plus complexe. Pour moi, plus complexe, c'est c'est même le contraire. C'est tous les projets un peu technologiques, quand on parle de D'accord. blockchain, d'intelligence artificielle, OK. de projets industriels comme Naoden. Naoden, qui était dans mes slides, on parlait de gazéification, par exemple. Là, c'est dur. Là, la cosmétique, c'est des choses qui parlent à tout le monde, même de plus OK. en plus à des hommes maintenant. Oui. Le biologique, l'éthique, ça parle à tout le monde. Et aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qu'on a vu avec le confinement, c'est que les gens sont plus sensibles à tout ce qui est plus concret en termes d'investissement et plus naturel. D'accord. Donc, non, je ne pense pas que ça demande plus de préparation. Ça va demander une réflexion à comment, si on a déjà mené une campagne, comment on va capitaliser sur la communauté de la première campagne parce qu'elle va être hyper intéressante à exploiter. Et pour pouvoir bien capitaliser, il faut continuer de l'animer régulièrement. Lui fournir du contenu, donner des nouvelles là où on est du projet. En fait, moi, ce qui me va pas sur certaines campagnes auxquelles j'ai contribué, c'est que je n'ai pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles, je sais pas où ils en sont nos projets. Et du coup, s'ils me ressollicitent, je vais me sentir un peu utilisée. Ils viennent me voir uniquement quand ils ont besoin de moi, alors que j'ai soutenu le projet parce que j'y croyais. Donc, l'enjeu par rapport à quelqu'un qui a déjà réussi une campagne, c'est de se dire tous les mois, j'envoie une petite actualité, même si c'est juste un il se passe rien, c'est pas grave, c'est déjà bien, ça humanise le projet et c'est hyper important pour garder la communauté bien solide. Tu disais, comment tu disais, on amène les gens avec les gens, c'est ça en fait. Oui, c'est ça. C'est passionnant, quelqu'un qui a jamais entrepris dans sa vie, de suivre un projet entrepreneurial. C'est passionnant, on peut les embarquer à fond avec nous. Et il faut juste l'anticiper et bien établir une stratégie pour le faire. Super. Merci. Est-ce que vous avez encore des remarques, des questions? Je n'ai rien vu arriver. Je pense qu'on a tout revu. C'était très intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Sinon, on va mettre fin à la séance. Super. De toute façon, je vous envoie les slides. Oui, N'hésitez pas à tester de trouver le bon financement. Vraiment, oui, et de mettre dedans les questions les plus fréquentes que j'ai. Je mets dedans des conseils. Je construis des petits outils. C'est très pédagogique. Il n'y a aucun intérêt commercial dedans. Donc, voilà, c'est vraiment un outil pour les porteurs de projets. oui, c'est ça qui est intéressant et merci Susanna pour le travail que tu fais, que We Do Good fait. C'est l'aspect pédagogique, quoi. Vraiment, l'état des lieux, le marché. Je disais, c'est la jungle, hein, c'est vrai, pardon, c'est comme ça que je le voyais. J'ai appris, et toi aussi, j'ai déjà assisté à une réunion, j'ai appris beaucoup avec ça. C'est très utile. Mais, on l'a fait aussi parce que c'était le contexte, parce qu'on quand on arrivait pour parler de notre solution à nous, les gens ne comprenaient rien parce qu'ils pensaient que le crowdfunding c'était que le don avec contrepartie, la prévente, et ils ne savaient pas qu'il existait d'autres possibilités. Et donc, ouais, c'était important pour nous dans notre communication aussi d'avoir cette posture un peu plus pédagogique et on s'est dit, bah, puisqu'on est obligé, autant la développer à fond et bien parce qu'on aime bien faire les choses bien. Super, belle stratégie en tout cas. Merci beaucoup. Merci Merci à vous. Susanna, merci à tous. La présentation va suivre. Vous pourrez prendre contact avec Susanna et déjà exploiter les outils qu'elle vous propose. N'hésitez pas à suivre les campagnes. Du coup, il y a les exemples qui ont été donnés, notamment Théane sur la plateforme. Et puis, on se dit à très bientôt Ouais, pour la suite, peut-être avec des projets qui passeront chez We Do Good. on verra. À très bonne journée. Merci.